Et si le silence d'un enfant n'était pas un vide, mais un langage secret que personne n'avait appris à écouter? Dans une luxueuse villa à Marbella, un père multimillionnaire dépense des millions pour tenter de guérir son fils, mais rien ne brise le silence de l'enfant. Les médecins échouent, les thérapies échouent, et l'espoir semble s'être éteint, jusqu'à l'arrivée d'une jeune domestique silencieuse. Ce n'est pas une spécialiste, ce n'est pas une femme riche, mais elle voit quelque chose que tous les autres ont ignoré. Ce qu'elle découvre ne changera pas seulement la vie de l'enfant pour toujours, mais révélera une vérité bouleversante qui secouera toute une nation. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, car le miracle caché dans ce silence est quelque chose que tu n'oublieras jamais. Avant de commencer, dis-nous dans les commentaires d'où tu nous regardes et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Alejandro Navarro avait autrefois été le genre d'homme dont le visage apparaissait sur les couvertures des magazines. À 43 ans, il était multimillionnaire, un homme d'affaires astucieux de Madrid dont l'empire s'étendait dans toute l'Europe. Mais la richesse et la célébrité avaient perdu leur sens. Sa femme bien-aimée était morte quelques années auparavant, le laissant seul dans une immense villa à Marbella avec une seule raison de continuer à vivre, son fils, Matteo. Matteo avait 6 ans au début de cette histoire. Il était né avec de l'autisme et le syndrome de Down, confiné à un fauteuil roulant, et vivait dans un monde sans mots. Les médecins affirmaient qu'il ne parlerait jamais, ne marcherait jamais, ne changerait jamais. Alejandro avait dépensé des fortunes construisant des salles de thérapie, embauchant des spécialistes renommés des meilleurs hôpitaux de Madrid, faisant venir des experts de l'étranger. Cependant, peu importe ce qu'ils essayaient, Matteo restait silencieux. Chaque matin, Alejandro habillait son fils de ses propres mains, lui préparait le petit déjeuner et lui parlait comme si les mots pouvaient construire un pont au-dessus du silence. Mais Matteo ne répondait jamais. Le manoir, rempli de sol en marbre et d'œuvres d'art inestimables, résonnait d'un silence si lourd qu'il lui brisait le cœur. Puis arriva Isabel Cruz, une femme de 27 ans de Séville. Elle avait traversé sa propre tempête, sa fille nouveau-née était morte quelques mois plus tôt. Incapable de supporter la quiétude de sa maison vide, elle accepta un humble travail comme domestique interne dans le manoir des Navarro. Dès qu'elle entra dans la villa de Marbella, elle remarqua quelque chose d'étrange. La maison était impeccable, mais sans vie. Il y avait des jouets et des livres partout, mais aucun rire. Alejandro l'accueillit avec gentillesse, bien que d'une manière distante, comme si les émotions avaient été effacées de lui. Puis il lui présenta Matteo, un enfant assis dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, prisonnier de son silence. Contrairement aux précédentes employées, Isabelle ne s'imposa pas à lui. Elle n'éleva pas la voix, n'applaudit pas, ne le poussa pas. Elle se déplaçait simplement en silence, nettoyant, pliant, rangeant, restant près de lui sans rien exiger. Et quelque chose de subtil commença à changer. Matteo ne se raidissait pas lorsqu'elle entrait. Il ne se détournait pas. Pour la première fois en des années, il acceptait la présence de quelqu'un de nouveau. Isabelle avait de la patience là où les autres avaient de la précipitation. Elle remarquait des détails que personne d'autre ne voyait. Les doigts de Matteo bougeaient lorsqu'il pleuvait, et un léger sourire apparaissait lorsqu'il entendait l'eau couler. Alors elle commença à l'emmener chaque jour dans les jardins de la villa de Marbella, jusqu'à la piscine. Tout commença petit à petit, la posture de Matteo se relâchait, sa respiration s'apaisait, ses mains bougeaient doucement au rythme des vagues. Un jour, elle plongea sa main dans l'eau, éclaboussant doucement. Sa tête se tourna immédiatement vers le son. C'était la réaction la plus rapide que quelqu'un avait vue chez lui. Puis arriva le tournant. Avec la permission prudente d'Alejandro, Isabelle descendit lentement Matteo dans la piscine, soutenue par un gilet de flottaison. Au début, son corps se tendit, mais peu à peu, très peu à peu, ses muscles se relâchèrent. Il laissa l'eau le porteur. Et soudain, un son s'échappa de lui. Un rire. Il fut court et doux, mais indéniablement un rire. Alejandro, observant depuis la terrasse, sentit ses jambes flancher. Il n'avait pas entendu son fils rire une seule fois en 6 ans. Les larmes coulèrent sur son visage. Et alors, lorsque Matteo tourna la tête vers lui, le miracle se produisit. Papa. Un seul mot. Doux, fragile, mais réel. Alejandro tomba à genoux près de la piscine, pleurant sans contrôle. Des années de silence se brisèrent avec un seul mot. Dès ce jour, l'eau devint leur pont entre deux mondes. Isabelle poursuivit les séances quotidiennes près de la piscine. Elle introduisit des jouets simples, comme un petit canard jaune. Matteo le prit, l'observa avec attention, et quelques semaines plus tard, il le pointa et dit « canard ». Puis vinrent d'autres mots, ballon, lyre, eau. Parfois il parlait clairement, parfois seulement avec des sons, mais le sens était évident. Matteo communiquait. Alejandro changea aussi. Il n'était plus l'homme d'affaires distant, il les rejoignait près de la piscine, éclaboussant doucement, lisant à voix haute, peignant même avec son fils. La villa de Marbella se transforma peu à peu. Le rire remplissait les couloirs, les jouets couvraient le sol, et les dessins tapissaient le réfrigérateur.
Pour la première fois, l'endroit se sentait vivant. Mais un secret demeurait caché dans cette maison. Un après-midi, en nettoyant le bureau d'Alejandro, Isabelle trouva un tiroir fermé à clé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux des meilleurs spécialistes de Madrid. En les lisant, son visage pâlit. Le neurologue, le docteur Rodrigo Montalban, une figure respectée, n'avait pas prescrit de l'espoir, mais du contrôle. De puissants sédatifs. De l'isolement. Des restrictions physiques. Les rapports décrivaient Matteo froidement comme un « canon réceptif », dont le silence était irréversible. Isabelle chercha davantage, recherchant son nom sur Internet. Ce qu'elle découvrit l'horrifia. Des plaintes d'autres familles, des histoires de surmédication, de répression et d'abus déguisés en traitement. Rodrigo Montalban avait déjà fait face à des enquêtes, mais s'en était toujours sorti indemne. Ce soir-là, elle apporta le dossier à Alejandro. Son visage se décomposa en le lisant. Il réalisa qu'il avait fait confiance à des hommes en blouse blanche alors que son fils était réduit au silence par ceux qui devaient l'aider. La culpabilité le détruisit, il avait signé les papiers, payé les factures, acquiescé sans comprendre le langage médical. « Comment ?» dit-il d'une voix tremblante, « comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Mais Isabelle fut ferme, maintenant, il était temps d'agir. Ensemble, ils réunirent des preuves, des rapports médicaux, des témoignages, des articles. Ils rencontrèrent un avocat madrilène spécialisé dans la négligence médicale, puis contactèrent des journalistes. Bientôt, l'histoire explosa. D'autres familles sortirent de l'ombre. Ce qui avait commencé comme la guérison de Matteo devint un cri national. Dans les tribunaux de l'Audiencia nationale de Madrid, des parents brisés racontèrent leurs histoires. Les journalistes remplissaient chaque siège, les titres se répandaient dans toute l'Espagne. Et au final, le docteur autrefois intouchable Rodrigo Montalban fut privé de sa licence, déclaré coupable de pratiques abusives et contraires à l'éthique. Mais Alejandro et Isabelle ne célébrèrent pas bruyamment. Leur véritable victoire se trouvait chez eux, près de la piscine, où Matteo continuait d'apprendre de nouveaux mots, de peindre dans son studio et de sourire avec plus de liberté que jamais. Les années passèrent. Matteo grandit et devint un jeune homme sûr de lui. Son histoire fut connue dans toute l'Espagne, inspirant des milliers de personnes. Un soir, au Teatro Real de Madrid, il marcha vers la scène en portant un costume bleu marine et sa cravate favorite, de la couleur de l'eau de la piscine. Le public se leva pour l'applaudir avant même qu'il ne parle. Mais la soirée réservait une autre surprise. Le présentateur annonça. Ce soir, nous honorons non seulement Matteo Navarro, mais aussi la femme qui fut à ses côtés depuis le début. Veuillez accueillir Isabelle Cruz, désormais officiellement sa mère adoptive et tutrice légale. L'auditorium resta silencieux une seconde, puis éclata en acclamations. Isabelle se couvrit le visage, tremblant d'émotion, tandis que Matteo la serrait fort. Alejandro, au premier rang, applaudissait, les larmes coulant sur ses joues. Quand vint le moment du discours de Matteo, il s'approcha du micro, tenant un papier mais ne le regardant presque pas. « Ma lumière a commencé, dans la piscine », dit-il doucement, désignant Isabelle avec un sourire rayonnant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le théâtre explosa en applaudissements, plus fort que jamais. Ce soir-là, de retour chez eux à Marbella, Matteo plaça sa médaille à côté d'un vieux dessin. 3 personnages en bâton se tenant par la main, nous. Pendant qu'Isabelle le bordait, il murmura. « Bonne nuit, maman. » Elle ferma les yeux, pleine de gratitude, et répondit doucement. « Bonne nuit, mon amour. » Dehors, la Méditerranée murmurait contre les falaises de Marbella. À l'intérieur, une maison autrefois plongée dans le silence débordait maintenant de rire, d'art et d'amour. Le silence n'avait jamais été vide, il attendait seulement. Attendant quelqu'un avec assez de patience pour écouter. Et toi, si tu étais Alejandro, aurais-tu fait confiance aveuglément aux experts, ou aurais-tu prêté attention aux signaux silencieux que ton fils essayait de te montrer? Dis-nous dans les commentaires ce que tu aurais fait, et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires puissantes. Merci de nous avoir écoutés.